Bonjour à tous, dans cet exercice, vous allez voir la correction de l'exercice 10 du chapitre 9 avec les nouvelles consignes que je vous ai envoyées par mail. Alors tout d'abord, je vous demandais la relation entre l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Vous l'avez dans le cours, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Je vous rappelle juste les formules de l'énergie cinétique. C'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Les unités, donc l'énergie cinétique en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. L'énergie potentielle de pesanteur, elle, c'est la masse fois l'intensité de pesanteur terrestre, ici, fois l'altitude de l'objet, donc h ou z, par exemple, pour l'altitude. L'énergie potentielle de pesanteur, elle aussi en joules, c'est une énergie. La masse en kilogrammes, l'intensité de pesanteur en newtons par kilogramme, on prendra 9,81 ici, et la hauteur, l'altitude en mètres. Donc ensuite, je vous demandais d'exprimer EMA en fonction de mg et ha, puis de calculer EMA. Alors, pour commencer, quand on a ce genre de questions, on s'intéresse au point qu'on étudie et on essaye de donner l'altitude de ce point et la vitesse du système en ce point. Donc au point A, ici, on a une altitude de 4 plus 12, soit 16 mètres. On s'est précisé dans l'énoncé que le point B est l'altitude 0. Donc la hauteur au point A, c'est 16 mètres, et la vitesse au point A, c'est 0 mètres par seconde, puisqu'on vous dit que le chariot est lancé sans vitesse initiale. Donc vitesse au point A égale 0 mètres par seconde. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va pouvoir simplifier l'écriture de l'énergie mécanique. En effet, si VA vaut 0, eh bien l'énergie cinétique vaut 0, puisque 1/2 fois m fois 0 au carré, ça fait 0. Donc l'énergie cinétique au point A vaut 0 joule. Il nous reste donc, pour l'énergie mécanique, seulement l'énergie potentielle de pesanteur qui vaut la masse fois l'intensité de pesanteur fois la hauteur au point A. On peut faire le calcul puisqu'on a toutes les valeurs. Donc la masse, je vous avais dit 100 kg, l'intensité de pesanteur 9,81 et la hauteur 16,0 mètres. Si vous n'avez pas réussi à faire ce calcul, mettez sur pause, faites le calcul. Réfléchissez aussi au nombre de chiffres significatifs. Donc ici, 3 chiffres pour 16,0, 3 chiffres pour 9,81, 3 chiffres pour 100, donc 3 chiffres dans le résultat, 1,57 fois 10 puissance 4 joules. Je vous demandais ensuite d'exprimer l'énergie mécanique au point B. Attention, pas calculer, juste exprimer. Bon, on fait comme tout à l'heure. Au point B, le wagon est ici. Qu'est-ce qui se passe? L'altitude est nulle et la vitesse, c'est ce qu'on cherche. Donc si l'altitude est nulle, eh ben, ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur vaut 0, puisque c'est m fois g fois h. Donc 0 joule. Il nous reste donc plus que pour l'énergie mécanique, l'énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique au point B, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au point B au carré. Voilà. Et tout le but de l'exercice va être de trouver la vitesse de B. Pour ça, je vous ai détaillé les questions. Passons maintenant aux forces qui s'exercent sur le wagon. Il y en a deux. La première auquel il faut toujours penser, c'est le poids. Donc le poids, son point d'application, c'est le centre de masse, sa direction est verticale et son sens, c'est vers le bas. On en a une deuxième qui est la réaction du support. Son point d'application, c'est le point de contact, sa direction, donc attention, la direction c'est perpendiculaire au support. Donc là on voit bien que P et R ne sont pas collinaires. Et son sens, c'est vers le haut. Pardon, voilà. Et son sens, c'est vers le haut. On pourrait aussi penser aux forces de frottement. On vous dit dans l'énoncé qu'ils sont négligeables. Pour simplifier le calcul, évidemment qu'ils ne sont pas négligeables dans la réalité. Et certains ont pensé à la force de traction. Or, quand vous montez dans une montagne russe, on vous amène vers le sommet le plus haut en vous tractant. Et ensuite, il n'y a plus de force de traction puisqu'il n'y a plus, vous n'êtes plus accroché à un système qui vous pousse. C'est uniquement donc le poids qui va vous permettre de descendre, d'acquérir de l'énergie cinétique. Donc pas de force de traction quand on est au point le plus haut.
du point de départ au point le plus haut, on est tracté, et après, il n'y a plus de force de traction. Donc uniquement deux forces, le poids et la réaction du support. Ensuite, regardons maintenant si ces forces travaillent. Derrière, en fait, derrière toutes ces questions, vous allez avoir besoin du théorème de l'énergie mécanique. Donc, je vous ai détaillé les questions, mais derrière se cache le théorème de l'énergie mécanique. Alors, je vous rappelle le travail du poids. Donc, pardon, le travail d'une force. C'est donc la valeur du déplacement fois la valeur de la force fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Donc, avec comme unité du travail, donc le joule, les distances en mètres, les forces exprimées en newton et l'angle alpha en degrés. Dans quel cas on a un travail nul, c'est-à-dire des forces qui ne travaillent pas? Eh bien, c'est le cas si cos alpha vaut 0 et donc l'angle alpha vaut 90 degrés. C'est le cas ici pour la réaction du support. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la réaction du support est perpendiculaire au déplacement, donc l'angle entre le déplacement et R vaut 90 degrés. Donc le travail de la réaction du support est nul. On dit que la force ne travaille pas. Par contre, le poids travaille. Lui, il n'est pas perpendiculaire au déplacement, donc il travaille. Et en plus, cette force est conservative. Vous avez, c'est l'exemple qu'on a mis dans la carte mentale. Donc, il y a seulement le poids qui travaille, et en plus, c'est une force conservative. Donc là, on a répondu aux questions 2B, 2C. Maintenant, question D et E. En déduire si l'énergie mécanique se conserve, et une relation entre EMB et EMA. Alors, quand on vous parle de conservation de l'énergie mécanique, il faut sortir le théorème de l'énergie mécanique, qui nous dit quoi? Que la variation d'énergie mécanique, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. Alors, pour ça, on commence par faire le bilan des forces et voir si elles sont conservatives ou pas. Donc, deux forces sur notre système. La réaction du support. Qu'est-ce qu'on peut dire de son travail? Il est nul. Donc que la réaction du support soit conservative ou non conservative, on s'en fiche puisque ça vaut 0. Donc elle ne rentrera pas en compte dans le théorème de l'énergie mécanique. Et on a le poids. Or, le poids, vous devez l'apprendre, c'est une force conservative. Donc ça ne rentre pas dans les forces non conservatives. On arrive donc à une variation d'énergie mécanique qui vaut 0, puisque le poids est une force conservative, et que la réaction du support, même si elle est non conservative, son travail est 0. Donc la variation d'énergie mécanique, c'est 0. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? La variation d'énergie mécanique, c'est EMB moins EMA, et donc ça vaut 0. Donc on peut trouver une relation simple avec EMB égale EMA. Voilà la relation qu'il fallait trouver pour EMB et EMA. Les deux énergies mécaniques sont égales au point B et au point A, car le système a une conservation de son énergie mécanique. Donc c'est la même énergie mécanique au départ, au point A, qu'à l'arrivée, au point B. Exprimons maintenant VB. On reprend ce qu'on avait vu tout à l'heure, EMB est égal à EMA. L'énergie mécanique au point B égale l'énergie mécanique au point A. On peut réécrire en donnant l'expression de EMB qu'on a vue à la question 1C. EMB, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au point B au carré, et tout ça, ça vaut EMA. On peut réécrire simplement 1/2 de M fois VB au carré qui donne EMA. Et je vous rappelle que nous, on veut exprimer VB. Donc on va devoir faire disparaître du côté de VB le 1/2 et le M, pas n'importe comment. Le 1/2, on va le passer de l'autre côté, ça va devenir fois 2. Donc on aura M fois VB au carré égale 2 fois EMA. Maintenant, on va s'occuper du M. Entre M et VB, c'est un fois. Donc si ça passe de l'autre côté, ça va devenir un divisé. Donc on aura VB carré qui vaut 2 fois MA divisé par la masse M. Pour avoir maintenant la vitesse au point B, il suffit de prendre la racine carrée de 2 fois EMA sur M. Voilà l'expression de VB. On va pouvoir maintenant calculer VB. Je reprends la formule qu'on vient de trouver. On va faire l'application numérique. On avait trouvé dans la question 1B que EMA valait 1,57 fois 10 puissance 4 joules. La masse du chariot plus des personnes dedans, c'est 100 kg.
Faites le calcul en réfléchissant au nombre de chiffres. Donc 1,57, 3 chiffres significatifs, la masse, 3 chiffres significatifs. Le 2 ici est une constante, donc on a 2,00000, autant de zéros qu'on veut, donc ce n'est pas important, hein, ce n'est pas une grandeur qui est entachée par l'expérience, on ne la mesure pas avec un appareil de mesure, donc on gardera 3 chiffres dans le résultat, et on trouve que donc, le chariot va à 17,7 mètres par seconde. Alors je vous demande ensuite si ça respecte la norme. Sauf que la norme, elle est donnée en km par heure, 60 km par heure. Donc il faut convertir les 17 mètres par seconde en km par heure. Comment est-ce qu'on convertit? Eh bien on multiplie la vitesse en mètres par seconde par 3,6 pour avoir la vitesse en km par heure. Et si vous faites le calcul, vous trouvez 63,8 km par heure. La norme est-elle respectée? Eh bien non, parce que 63,8 km par heure est plus grand que 60 km par heure, donc la norme n'est pas respectée. C'est là où on voit la limite de notre modèle, hein, puisqu'on n'a pas tenu compte des forces de frottement, et évidemment, les manèges ne peuvent être ouverts que s'ils respectent les normes. Donc, en tenant compte des forces de frottement, on a une vitesse qui est bien inférieure à 60 km par heure. Mais pour simplifier la tâche, ici, on ne tient pas compte des forces de frottement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez.